Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être là. On est très heureux d'avoir des gens de très loin, la Saskatchewan. Donc, merci à Alissa Berry, directrice générale pour Option Vegan Canada. Donc, le titre de sa conférence, c'est Ça va bien aller, COVID-19, menaces ou opportunités, exploration des pandémies en relation avec la santé publique et l'environnement. Alissa est titulaire d'une maîtrise en sociologie, est cofondatrice d'Option Vegan Canada, de Rébellion Animale, Île de la Tortue et co-instigatrice de la coalition Transition pour un système alimentaire juste, engagée pour l'environnement, la lutte au changement climatique, aux enjeux de santé publique et engagée pour la reconnaissance des animaux comme êtres de sentiment. Alissa s'implique dans l'effort collectif pour une transition écologique mondiale résiliente, pacifique et socialement responsable qui prend en compte le bien-être de tous les êtres de sentiment. Elle a soutenu la campagne d'Opis Stop the Pain et elle est membre de l'Alliance Algosphère pour l'allègement de la souffrance. Elle croit fermement à la collaboration interdisciplinaire et intersectorielle et espère voir le jour où les critères arbitraires d'appartenance à un sexe, à une race, à une orientation sexuelle ou à une espèce ne seront plus jugés comme étant des critères légitimes et pertinents de discrimination, de domination ou de violence. Tout être qui a la capacité de souffrir doit être protégé. La compassion individuelle et institutionnelle est un muscle qui se pratique et se renforce à l'usage. Donc, je vous remercie, puis bonne conférence, puis merci Alissa d'être là. Merci beaucoup pour cette opportunité. C'est très apprécié. Donc, j'étais dans le désert à Phoenix, aux États-Unis. C'était vide autour de moi. J'étais en train de regarder un cactus grand et majestueux. Et c'est là que tout a commencé, je me souviens. C'est là que la pandémie nous a révélé son vrai visage. À ce moment-là, j'étais avec mon partenaire, comme je l'ai dit, dans le milieu de nulle part. Et nous avons commencé à rouler sans arrêt pour nous rendre jusqu'à la frontière des États-Unis avant qu'il y ait un lockdown, avant que les frontières se ferment. J'étais stressée, j'étais anxieuse, on n'avait presque pas dormi, des jours à rouler sans arrêt. On avait peur d'une part d'attraper le virus. C'était impossible de trouver des désinfectants. C'était impossible de trouver des masques à ce moment-là. On avait peur également de tomber malade et de ne pas avoir d'assurance maladie qui durait assez longtemps. Et évidemment, on avait peur de ne pas réussir à rentrer au Québec. On a finalement, et lorsque j'ai réussi à rentrer au Québec, je me suis sentie liquéfiée. Je me suis sentie tellement confortable. Un poids énorme s'était libéré de mes épaules. Finalement, j'étais de nouveau dans un endroit familier que je pouvais reconnaître. Je connaissais les signes et toute la signification sociale derrière cet environnement que je connaissais si bien. Mais j'ai observé qu'il y avait un jour un arc-en-ciel sur la porte d'une maison, en fait sur la fenêtre. Et je me suis dit, ah bon, c'est joli, c'est charmant, les Québécois, ils sont créatifs. Probablement un enfant dessiné ça, ils ont voulu mettre en valeur ses talents. Bon, on continue à conduire, on n'était pas encore stabilisé. Et ce que je vois, un autre arc-en-ciel, puis un autre, et finalement un arc-en-ciel qui apparaît même sur la façade du IGA, sur la façade du Family Prix, des entreprises qu'on connaît si bien. Et j'ai observé qu'au-dessus de cet arc-en-ciel si magique, il y avait cette petite phrase « Ça va bien aller ». Et sur le coup, je me suis sentie, j'ai senti que mon cœur se réchauffait, j'entendais ce que j'avais besoin d'entendre après des jours d'anxiété.
je me sentais flattée complètement dans le sens du poil et c'était génial. Mais, par contre, au fond de moi, il y avait une confusion, il y avait une inconsistance entre le ça va bien aller qui me réchauffait le cœur, qui me faisait me liquéfier à l'intérieur, et d'autre part, ce que j'observais, la souffrance, les maladies en augmentation, les feux de forêt en Oregon, pardon, c'était pas arrivé avant, je me suis en train de me tromper dans la suite des événements, c'était les feux de forêt en Australie. Il y avait également la pauvreté qui est en train de qui est une situation qui s'exacerbe un peu partout dans le monde. Et évidemment, la mort des individus qui ne faisait qu'augmenter à chaque jour. Et donc, je pense qu'il est important, et c'est pour ça que je suis ici, d'essayer de faire sens de toute cette situation, de comprendre la complexité du monde social dans lequel on vit aujourd'hui, plus qu'auparavant, et particulièrement de comprendre pour aujourd'hui l'ensemble de cette situation des pandémies, de la COVID-19 et de sa relation directe et étroite avec l'environnement et avec la santé publique, la santé intégrée. Mais je vais faire ça dans un angle particulier en prenant en compte une dimension, d'une part, qui est au mieux sous-estimée et qui est au pire tout simplement reléguée au dernier plan ou tout simplement oubliée. Et cette facette, c'est l'agriculture animale. Ce qui est très paradoxal, puisque ce qu'on va constater, c'est que l'agriculture animale joue un rôle central à la fois dans la prévention des pandémies, également un rôle central dans la prévention de la catastrophe environnementale qui nous guette. Alors commençons, on va explorer ce monde, les liens entre ces différents éléments et qu'est-ce qu'on peut faire. Oups. Comment je fais pour changer de... Ah, voilà. OK. Donc, l'impact des pandémies. Regardons d'abord les impacts sociaux. Très rapidement, j'en ai parlé. Le nombre de morts qui augmente de jour en jour, c'est une situation non pas régionale ni nationale, mais globale. Le nombre de gens infectés qui directement, ça affecte la qualité de notre vie à tous les jours, l'anxiété de savoir est-ce qu'on va mourir et tout simplement la souffrance intrinsèque. Ça l'affecte particulièrement certaines communautés plus vulnérables, donc les personnes âgées, on l'a appris, les personnes qui sont plus immunodéficientes ou qui ont une condition de santé préalable, les personnes de couleur, également une grande population de migrants et de personnes qui travaillent dans des installations de viande notamment, soit d'empaquetage de viande ou à l'abattoir. Et ça affecte énormément nos professionnels de la santé qui, malgré le fait qu'au Canada, c'est toutefois contenu comparativement ailleurs dans le monde, comme ça a été le cas en Italie, c'est un peu plus contenu la situation, mais malgré tout, malgré qu'on est dans une situation plus ou moins bonne ici, la capacité de vivre l'ensemble de toutes ces synergies est impossible à vivre. Et c'est pour cette raison qu'il y a une augmentation drastique du nombre de personnes des soins de la santé et des gens qui prennent soin des personnes âgées qui ont arrêté tout simplement, qui ont dû laisser leur travail autant en Ontario qu'au Québec. Et ça, c'est sans compter le lockdown et la limitation dans notre vie de tous les jours et l'impact que ça a dans notre capacité à aller au travail, dans notre capacité tout simplement à voir des individus, donc l'isolement social qui exacerbe aussi les problèmes de violence conjugale, familiale, et j'en passe, je ne peux pas aller en détail dans 40 minutes. Ça a un impact direct sur la pauvreté, à la fois au niveau du pays, en Amérique du Nord, aux États-Unis, et au niveau mondial. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a une augmentation de 8% de la pauvreté dans le monde. Et ça, c'est un retour plus ou moins de 10 à 30 ans en arrière. Ça, c'est juste à cause de la pandémie.
Et il faut prendre en compte que la distanciation sociale, c'est un luxe pour plusieurs individus dans la pauvreté. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'ils ne sont pas protégés contre la propagation du virus et ils seront les plus touchés. Maintenant, il y a les tensions sociales. On est en élection aujourd'hui. Hein, on sait qu'il y a énormément de tensions politiques, mais pas seulement. Il y a des tensions sur presque tous les enjeux aujourd'hui. Et cette pandémie ne fait qu'exacerber ces tensions de différentes façons en raison de l'instabilité économique dans laquelle plusieurs personnes vivent. Hein, quand tu ne sais pas si tu vas pouvoir avoir assez d'argent pour payer ton appartement, payer ta nourriture, ça amène un stress supplémentaire. Et ça accentue la polarisation et la violence. Je pourrais en parler plus tard si vous êtes intéressés. Maintenant, rentrons tout de suite dans la notion des maladies zoonotiques. Qu'est-ce que c'est d'abord une maladie zoonotique? Zoo, on connaît le mot zoo, hein, c'est associé aux animaux. Donc, zoonotique, ça veut dire les maladies qui émergent et qui sont de sources animales ou lorsque les animaux sont les vecteurs de cette maladie. Aujourd'hui, si vous ne saviez pas, le COVID-19, c'est une de ces maladies zoonotiques et on connaît son effet ravageur. Il faut comprendre que tout est interrelié et que notamment l'ensemble des activités humaines sur Terre, donc si on regarde ce petit graphique, donc la section humanité, ça c'est l'ensemble des activités humaines sur Terre, à la fois individuelles avec nos habitudes et l'impact que ça a, et collectifs, donc nos politiques, ont un impact sur l'environnement, notamment le changement climatique, la déforestation, la pollution, ce qui en retour affecte le paysage, l'environnement et à la fois la quantité d'interactions entre les humains et les animaux sauvages ou entre les animaux sauvages d'une part et les animaux d'élevage. Et ces interactions accentuées amènent chez la population des animaux, donc on voit l'impact chez la population des animaux, donc ça peut faire en sorte que notamment la population des animaux de ferme, ici c'est les animaux de ferme, pourront être infectés si le vecteur c'est un animal sauvage. Par contre, les maladies zoonotiques peuvent aussi émerger dans les animaux de ferme. Et comme on le voit, donc c'est ce rapport qui est changé, ça affecte les animaux de ferme qui, à leur tour, enverront ce virus possiblement chez les humains. Donc, une petite image ici pour comprendre, ça peut prendre plusieurs formes, donc ça ne prend pas nécessairement cette forme sur cette image, mais on voit ici, donc la source, c'est la poule. Donc, ici, la grippe aviaire qui a infecté un canard sauvage qui, lui, par la suite, a infecté un humain. Mais ça pourrait être inversé aussi. Il pourrait y avoir un animal sauvage qui affecte un animal de ferme qui, par la suite, infecte un humain, ou ça pourrait être direct, un animal sauvage à un humain ou un animal d'élevage à un humain. Il y a vraiment plein de combinaisons. C'est fantastique. La belle diversité. Mais comment on fait pour contacter ces maladies rapidement? On peut y aller par contact direct, donc avec les muqueuses, le sang, et tout ce type d'interaction directe se fait notamment par l'élevage, c'est un des principaux facteurs, mais aussi par la chasse, etc. Les contacts indirects, ça veut dire de changer l'environnement. Le fait de changer l'environnement amène plus de possibilités d'émergence de virus et ou un autre contact indirect peut être de toucher quelque chose qui a déjà été contaminé. On le connaît grâce au COVID. Vecteur. Quand on parle de vecteur, on peut parler de mouches, de prions, de puces et de poux. Donc, des intermédiaires, si on veut, entre l'humain et l'animal. L'alimentation, on peut tout simplement être contaminé et tomber malade, et développer une maladie zoonotique par le biais de la viande qui serait contaminée. On va en parler plus loin. Maintenant, comment les virus zoonotiques émergent, se renforcent et se propagent à une vitesse de plus en plus rapide et ça prend de l'expansion. Donc, il y a différentes sources, on peut les voir ici, il y en a 5.
Sur ces 5 sources, 4 d'entre elles, donc il n'y a pas de numéro, mais l'extrême gauche, le milieu et les changements climatiques sont tous directement liés à l'élevage. Et on va apprendre de quelle façon. On parle ici, donc, si on revient aux éléments, à la déforestation. Hein, évidemment, on ne fait plus ça à la scie à chaîne aujourd'hui. Hein, si on peut le faire, donc la déforestation pour construire des immeubles, ça se fait avec des méthodes industrielles, avec des grandes machines. Pour l'agriculture animale, souvent, ça se fait en brûlant à répétition. Ensuite, il y a la résistance aux antibiotiques, dont on va parler plus tard, qui est un facteur qui amène l'émergence des maladies zoonotiques. Il y a également l'intensification et l'expansion de l'agriculture en général, ce qui comprend l'agriculture animale, le commerce illégal des animaux, et on sait notamment qu'on a fermé, et les marchés humides, on a fermé les marchés humides depuis l'émergence du COVID, possiblement lors d'un pangolin infecté dans un marché humide. On aurait en soi fermé les marchés humides. Dans les faits, c'est très, très dur d'évaluer dans quelle mesure, mais dans tous les cas, ils ont évalué que c'était important de faire. Et un dernier point, mais non le moindre, le changement climatique dont on parlait tellement avant la COVID et depuis la COVID, pouf, on n'en parle plus parce qu'on pense juste aux pandémies. Mais on oublie que derrière les pandémies, le changement climatique est un facteur incroyablement important. Un autre, ici, c'est la même chose. On ajoute, c'est une autre formule, mais on voit ici qu'il y a, ils ont nommé, ça c'est fait par l'ONU. Donc, il y a la demande en protéines animales. Donc, ici, ils le disent directement, c'est un facteur de risque énormément grand des pandémies. Et d'ailleurs, on a augmenté notre consommation de viande de 270% au cours des 50 dernières années. C'est incroyable. La pression en termes d'énergie, en termes de ressources et l'impact en termes de contamination sur la planète globalement est terrible. Maintenant, rapidement, vous voyez à droite, ça c'est plusieurs des maladies zoonotiques qu'on a eues dans le passé. On les a peut-être oubliées, le MERS, le SARS, mais il y a également la grippe aviaire, la grippe porcine. Donc, grippe aviaire, ça vient des poules, la grippe porcine, ça vient des porcs. La vache folle, c'était le terme commun, ça vient des vaches, ou encéphalite bovine spongieuse, pardon. Et on le voit ici, une autre façon de le voir, c'est que ces maladies peuvent émerger de différentes façons, soit en contact direct avec les humains, soit avec un petit mélange du contact entre animaux sauvages, animaux de ferme et humains, ou un contact direct entre les animaux sauvages et les humains. Mais comment ça se produit? Un des éléments, c'est les conditions de vie. Donc, avant de commencer, ici, vous pouvez voir, j'ai pris ces articles hier. Ça a émergé hier. Donc, devinez quoi? Nous avons détecté des animaux contaminés à la grippe aviaire en France et des cochons proches d'où je suis en ce moment, donc en Alberta, qui ont une grippe porcine. Ça, c'est des facteurs de risque importants parce que ça a le potentiel de se propager aux humains. Ça vous donne une idée, juste hier, il y en a eu 2. Ça ne veut pas dire que ça va se propager nécessairement aux humains et j'espère que non. Mais avec les maladies zoonotiques, les scientifiques nous disent que ce n'est pas une question de si ça va arriver, mais de quand ça va arriver. Et si on veut éviter que ça arrive, on doit prendre des mesures préventives. Le masque, c'est bien, mais ça traite la distanciation, ça peut réduire la vitesse et la propagation, mais il faut aller à la source. Donc, au Québec et ailleurs, il y a cette notion de 2 mètres et on est très pragmatique au Québec. Hein? On dit 2 mètres, c'est très facile de souvenir, penser à un arc-en-ciel. Bon, aux dernières nouvelles, je ne savais pas qu'un arc-en-ciel avait 2 mètres, mais voilà, on prend des mesures. Imaginez, lorsqu'on est seulement 2 individus
on doit prendre des mesures concrètes. Et ça, c'est sans compter le lavage de mains, le port du masque à certains endroits, etc. Mais qu'est-ce qu'il y en est pour les animaux d'élevage? À quelle distance est-ce qu'ils marchent l'un de l'autre? Est-ce que le cochon prend 2 mètres de distance avec l'autre cochon? Vous avez une image ici qui nous indique le niveau de confinement de nos animaux d'élevage. Et donc, on voit ici autant dans l'élevage, donc tout au courant de la vie de l'animal, que lors de son transport vers l'abattoir. Donc, on voit ici les cochons qui sont transportés. Ils sont énormément coincés, d'une part. Donc, la mesure de distanciation n'est pas prise, hein, double standard tout de suite. Et il n'y a pas seulement la distance qui compte, mais la quantité d'individus. Donc, la densité joue un grand rôle sur la vitesse et la possibilité de propagation des virus. Il y a plus de chances d'avoir un virus si on est coincé. Et là, on voit la densité est extrême. Et dans la majorité de la viande qu'on achète, c'est dans des conditions comme ça qu'on les retrouve. Non seulement ils sont coincés, mais les conditions sanitaires sont souvent très pauvres. Ils sont énormément stressés. Ils vivent notamment des procédures de mutilation qui est tout à fait comme la coupe du bec, donc la coupe des nerfs des oiseaux ou les cochons. Ils se font castrer souvent en froid pour des raisons économiques. Encore pour des raisons économiques, on coupe les extrémités en général de différents animaux. Et je ne vais pas aller en détail ici, mais tout ça pour dire que ces mesures-là font en sorte que les animaux ont mal, sont en souffrance, et ce qui diminue leur système immunitaire de façon générale. Donc, un autre exemple ici, c'est dur de savoir lequel vient du marché humide. Hein? Pourtant, on a fermé les marchés humides. Les marchés humides, là, vous allez voir, c'est quand même un peu différent. C'est en bas à gauche pour les poulets des marchés humides, qui sont des grands vecteurs des pandémies. Et les 2 autres photos, c'est aux États-Unis et au Canada, donc nos poules pondeuses et la majorité d'entre elles, pas toutes, hein, et les poulets d'élevage. Ça, c'est une idée une façon dont, malheureusement, on ne prend peut-être pas le problème du bon angle. Donc, pour éviter les risques zoonotiques, en Chine, c'est ce qu'ils disent, du moins. Ils ont construit, on dirait, des hôtels, mais c'est des endroits où les animaux, c'est vraiment l'endroit où les animaux sont gardés pendant toute leur vie et ils sont même tués sur place. Ils vivent dans le béton, ils meurent dans le béton, les animaux morts tombent dans une chute, comme une chute à linge sale. Ils ne vont jamais sortir de là. Et ça, c'est une nouvelle ferme industrielle à 12 étages. Maintenant, la notion de santé. On prend souvent en compte, quand on pense aux maladies, à la notion de docteur. La notion que ce qui va contrôler les maladies zoonotiques vient principalement du monde de la médecine. Et ça, c'est tout à fait vrai. Mais de plus en plus, ça ne se limite pas à ça. Particulièrement quand on parle des notions de pandémie et des maladies chroniques, on doit prendre en compte l'ensemble, c'est-à-dire l'ensemble des dimensions humaines, les dimensions environnementales, d'autre part, et des dimensions animales, parce que la santé des animaux impacte notre santé et vice-versa. Également, un environnement mutilé amène une santé globale humaine détériorée. On est dans quel contexte en ce moment? Donc, voici une façon de concevoir l'économie de façon un peu différente de ce qu'on connaît. Qu'est-ce qu'on connaît de l'économie? Cette vision largement répandue, c'est que la croissance est bonne, elle est même optimale et que l'économie doit passer avant tout. Cette vision des choses de croissance infinie et perpétuelle amène énormément de problèmes. Et c'est pour ça que ce nouveau modèle, créé par Kate Raworth, a comme but de prendre en considération, elle dit l'économie, ça ne veut rien dire si elle n'est pas au service des humains et si elle n'est pas au service de l'environnement.
L'économie, avant tout, doit s'assurer que nos besoins de base et que notre bien-être, les déterminants sociaux de notre santé soient pris en compte. On parle santé, l'accès à l'eau, l'accès à la nourriture, à une maison, mais pas seulement avoir accès à une éducation, etc. Et ça, vous voyez ces éléments dans la partie intérieure du beigne, donc ici. Et la partie extérieure, ça, c'est les limites écologiques de ce que la Terre peut prendre. Il y en a 9. Donc, parmi ces 9 limites qui ont été mises en place par le comité à Stockholm sur la résilience écologique, ils ont identifié 9 limites planétaires. En ce moment, on dépasse 4 d'entre elles. C'est dramatique. C'est la première, le changement climatique, la perte de la biodiversité, l'utilisation outrageuse ou le changement de l'usage des terres, l'utilisation des terres, et le phosphore et l'azote. Donc, une économie saine, c'est une économie qui va pas faire en sorte qu'il y ait une section rouge ici. Ça veut dire qu'il y a un manque, qu'il y a des gens qui meurent de faim notamment. Et la section du haut veut dire qu'on est on utilise trop de ressources, on est en situation d'excès. Donc, d'une part, certains humains meurent de faim dans le monde, de malnutrition, et d'autre part, on meurt énormément, le taux est en augmentation de surconsommation. Donc, la répartition est très inégale. Et on doit prendre ça en considération, et je vais le prendre en considération dans cette présentation. Donc, qu'est-ce que la Terre peut prendre? Ça doit nous indiquer la façon dont on doit agir. En ce moment, vous voyez cette ligne, elle nous dit qu'on est en train d'utiliser une capacité énormément trop grande que ce que la Terre peut prendre dans sa capacité à se régénérer. Pour vous donner un indice, nous sommes maintenant, si vous ne le saviez pas, dans la 6e extinction de masse, c'est-à-dire que nos mammifères sont en train de s'éteindre, donc les espèces sont en train de mourir et individuellement les animaux meurent à un rythme 100 fois plus rapide que toutes les extinctions précédentes. On est dans c'est-à-dire les météorites, les dinosaures qui sont disparus, et etc., la fonte des glaciers. 100 fois plus rapide. Ça nous donne un indice à quel point on doit agir sur cet enjeu. Ensuite, aujourd'hui, l'environnement et les pandémies, le lien. D'abord, l'industrie animale, parce qu'on disait que c'était un point de connexion entre l'environnement et les pandémies et que ça renforce les problèmes environnementaux de la même façon que ça renforce les possibilités et les risques de pandémie à la source. L'industrie animale n'est pas déconnectée de toutes nos autres industries polluantes. En fait, elles sont bien amies. Ces 3 industries qu'on connaît, les combustibles fossiles, l'industrie pétrochimique et l'industrie pharmaceutique, font partie intégrante de l'industrie animale. Une étude ici nous indique que l'agriculture intensive, parmi d'autres études, augmente le risque de pandémie. Et ça, ce n'est pas peu dire, il faut prendre en considération. Aujourd'hui, sur 100 millions de nouveaux virus, entre 540 000 et 950 000 sont potentiellement pathogènes pour les humains. Ça veut dire qu'on a de plus en plus de chances, en raison de notre impact sur la planète, de vivre d'autres pandémies dans le futur. Donc, selon l'Université du Collège de Londres, qui ont étudié près de 6800 écosystèmes, les endroits qui sont les plus modifiés par l'homme, soit par la déforestation notamment, sont les endroits où on a aussi le plus de possibilités de trouver des virus pathogènes qui vont se développer en pandémie. Une citation du Eat Lancet Commission, donc les experts en environnement. La production alimentaire mondiale est le principal facteur de dégradation de l'environnement et de la transgression des limites planétaires, comme on l'a vu. C'est-à-dire qu'on doit se concentrer sur notre production alimentaire. On ne peut plus se permettre de mettre ça de côté. Maintenant, on avait parlé que l'utilisation des terres, c'était un facteur de pandémie. Explorons ça.
En termes d'utilisation des terres, hein, qu'est-ce qui utilise le plus de terre? Donc, 50% de la terre habitable sur la Terre est utilisée pour l'agriculture en général et 77% de cet espace seulement pour nos animaux et pour l'espace des pâturages nécessaires à faire pousser des légumes. Et pardon, pas des légumes, du soya et du maïs notamment pour nourrir les animaux. On utilise une énorme partie de notre espace, de nos pâturages, de l'espace agricole pour nos animaux de ferme, mais ceci, proportionnellement, nous procure une quantité de protéines beaucoup plus petite que la quantité de protéines et de calories que nous procure l'agriculture végétale. La raison, c'est que c'est direct. Je vous explique, quand on fait pousser des légumes et des fruits et des céréales et des lentilles et quoi que ce soit, on les nourrit directement aux humains. Donc, il n'y a pas de perte énergétique, on n'utilise pas de transport, pas de combustible fossile, on utilise énormément moins de terre également, parce qu'on n'a pas besoin de faire pousser une quantité de nourriture qui sera donnée aux animaux et par la suite, on mange les animaux. Et donc, on a besoin de plus de nourriture pour nourrir un animal qui sera mangé par un humain que de produire de la nourriture qui nourrira directement les humains. Ensuite, l'agriculture végétale est un élément extrêmement favorable en termes de solutions. C'est-à-dire, pour capter plus de carbone, on sait que la forêt, c'est le poumon de la Terre. C'est important pour capter le carbone. Or, l'alimentation végétale utilise moins de terre, moins d'espace, amène moins de déforestation. On avait vu que c'était un facteur des changements climatiques et donc est optimale comme solution pour capter le carbone. La production végétale réduit également l'utilisation des terres de 75%. Ça vous donne une idée. Et les protéines végétales peuvent être une source directe, une façon de stopper la déforestation selon différentes études. Mais on peut se demander à ce point-ci, OK, l'agriculture intensive, je vois, c'est pas optimal, mais il y a quand même d'autres options. Et ce qu'on connaît notamment, c'est des options dans lesquelles les animaux seront peut-être un peu mieux, c'est-à-dire les vaches qui auront plus d'espace, qui vont être dans un champ notamment. L'agriculture au grain, au pâturage, malheureusement, n'est pas plus optimale d'un point de vue environnemental. Elle produit de 3 à 4 fois plus de GES, énormément de méthane, et on sait que le méthane contribue au réchauffement climatique de 3 à 4 fois plus vite, que le CO2. Pourtant, on parle toujours du CO2. Ensuite, ça utilise 270% plus de terre. Et pour vous donner une idée, ça, c'est plus que l'espace qu'on a présentement. Donc, on ne pourrait pas changer notre façon de faire de cette façon. Maintenant, en termes de l'utilisation des terres, l'alimentation végétale utilise moins de terre et non seulement utilise moins de terre, mais peut toujours subvenir aux besoins de nourrir la planète. Et on doit comprendre que la population mondiale augmente. On pourrait nourrir 11 milliards de personnes si on donnait la nourriture qu'on donne présentement aux animaux directement aux humains, comme je le disais précédemment. Maintenant, les impacts environnementaux et sur la diversité. Qu'est-ce qui arrive en ayant le fait qu'aujourd'hui, l'agriculture animale intensive est à la fois plus présente et plus intensif, ça l'amène on met au monde plus d'animaux qui vont être tués. Et pour vous donner une idée de la quantité, ça c'est en masse de volume et non pas en nombre. Pour les oiseaux, 70% du poids global, c'est nos poulets, nos poules, nos oiseaux, tandis que seulement 30% provient de la vie sauvage. Et en termes de mammifères, à droite, on voit qu'il y a seulement 4% de la biodiversité sauvage. Et ça, c'est sans compter, comme j'ai dit, la disparition de nos espèces parce on est dans une 6e extinction de masse. Et les insectes
c'est pas ici, mais 70% des insectes mondialement ont disparu et ça l'affecte directement notre capacité à polliniser et donc à faire pousser de la nourriture à un niveau global. Donc, plus ça va mal, plus ça va mal. On voit ici, en une petite citation, l'élevage est la plus grande menace pour la biodiversité et nos écosystèmes. Et c'est aussi un des principaux centres de préoccupation qu'on devrait avoir en termes de politique environnementale. Et ça, c'est dit par la FAO et différentes organisations. Vous pouvez voir plus bas. 2 petites minutes oui. encore. Oh là là. Donc, rapidement, l'impact de l'agriculture sur les eaux, donc les algues bleues, l'atrophication de l'eau. Maintenant, le lien entre la pollution et les pandémies, une utilisation énorme d'eau, 70%. L'utilisation des combustibles fossiles, on va passer. Donc, ça, c'était pour vous donner une idée. En gros, ce qui est en rouge et en orange, c'est ce qui contribue le plus en termes de pollution de CO2. On voit que l'alimentation animale est plus prépondérante. Bon, on diminuerait de presque 100% notre impact de CO2 si on traduisait l'utilisation de nos terres pour faire pousser des légumes plutôt et des fruits plutôt que pour les animaux d'élevage. Et le méthane, à lui seul, contribue à une augmentation qui est au-dessus de la limite de ce que l'accord de Paris nous recommande dans le but de pouvoir poursuivre nos activités humaines. Maintenant, pour l'alimentation, une alimentation végétale est optimale pour la santé, peut prévenir, là je vais très rapidement, je suis désolée, peut prévenir plusieurs conditions de santé et le lien, bon, ici on voit à quel point l'impact de la viande amène la perte de la biodiversité, une perte d'utilisation des terres énorme. Donc, ce qu'on mange nous mange et nous tue. Et finalement, on voit ici qu'une alimentation végétale contribue directement à lutter contre les changements climatiques, sans compter qu'elle réduit nos risques de maladies chroniques. Et en réduisant nos risques de maladies chroniques, on a moins de chances d'être touchés de façon fatale par les pandémies. On voit ici que ceux qui sont les plus touchés, c'est ceux qui ont des conditions médicales préalables. Or, une alimentation végétale renforce notre système immunitaire de façon générale et aussi peut prévenir certaines maladies et surtout des conditions chroniques. Prévenir certains risques, diminuer les risques. Ce n'est pas le seul facteur. Donc, une façon très concrète d'un point de vue individuel et le plus direct et ambitieux pour réduire notre impact à la fois sur les changements climatiques, sur la destruction de l'environnement et pour réduire les risques de pandémie, c'est tout simplement de faire ce qu'on fait à chaque jour, donc de manger, mais plutôt que de manger de la viande, de faire une transition vers des protéines végétales et plus de légumes et de fruits de façon générale. Donc, ce que je veux dire ici par l'image du petit homard, c'est que, évidemment, c'est plus facile de rester dans notre zone de confort, mais si on veut prévenir les maladies, si on veut prévenir les pandémies, il faut réussir à s'extirper de cette zone de confort pour ne pas brûler vivant, comme on le voit ici. Sinon, d'un point de vue collectif, nous sommes en train de nous tirer dans le pied. Donc, c'est confortable de rester dans notre zone de confort, mais malheureusement, c'est aussi fatal. Donc, on peut tous faire partie du changement et ça commence dans notre assiette. Merci beaucoup. Bien, écoutez, merci beaucoup. C'était très instructif. On a appris beaucoup. Justement, Éric Ménard, qu'on a déjà eu comme conférencier, nous mentionne que 1.5, un beau site Internet, a lancé un groupe Facebook pour aider les gens à diminuer leur consommation de viande. Puis justement, hier, on a eu Luc Baillargeon qui parlait d'empreinte écologique et qui disait qu'il fallait absolument réduire notre consommation de viande rouge. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Merci beaucoup. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait lever le doigt ou poser une question via le chat? Puisqu'il n'y a personne qui semble s'intéresser, moi, j'ai peut-être une question. Les gens qui se lancent dans l'aventure de réduire leur
consommation de viande, voire l'éliminer complètement? Ont-ils des précautions à prendre au niveau là, des nutriments absorbés dans leur corps pour compenser? On entend souvent dire là, que le fer est très présent dans la viande rouge et comment on fait pour ne pas être en carence? Très bonne question, merci. Bon, ce n'était pas la focalisation de cette présentation, mais je peux vous répondre. Donc, en termes d'alimentation végétale, on a tout ce dont on a besoin, donc l'Organisation mondiale de la santé, de même que l'Association des American Dietitian Association, pardon, l'association américaine pour... Désolée, ma traduction, il faudrait voir vraiment le bon terme, mais ils disent que c'est approprié pour tous les âges et tous les moments de la vie. C'est très complet. Par contre, comme vous avez dit, en termes de nutriments, une chose qu'on doit prendre en considération, parce que le monde végétal a amplement et a même plus de ce dont on a besoin, c'est surtout la B12. Donc, la B12, c'est la seule qu'on doit prendre en supplément parce que tout le reste est présent. Une façon de ne pas s'inquiéter, disons, pour notre alimentation, c'est tout simplement de manger comme on mangerait normalement et de penser à ne pas manger un seul aliment à répétition. De la même façon que c'est la même chose que lorsqu'on mange la viande, on ne peut pas manger de la poutine à tous les jours, ce n'est pas santé. Donc, pensez à diversifier. Mais pour la B12 se retrouve normalement dans le sol, donc c'est une bactérie. Et on a la B12 dans la viande pour la seule et unique raison que les animaux sont injectés. Donc, ils ont la B12 et pour les animaux en pâturage, c'est la minorité de la viande qu'on a souvent dans le supermarché, eux, ils mangent l'herbe et donc ont une certaine quantité de terre et donc absorbent cette bactérie et donc ont un apport en B12. Pour le monde végétal, puisqu'on ne mange pas de la terre, normalement, on mange les végétaux, je vous recommande de laver quand même vos légumes en passant. Là. Ça peut causer des bactéries s'il y a quand même de la terre. Mais la B12 en pharmacie, c'est parfait. Ou l'autre option, c'est de boire, selon la nutritionniste Anne-Marie Roy, elle a dit, soit on prend une B12 et ce n'est pas différent que de manger de la viande qui, elle, est injectée, ou tout simplement, vous pouvez prendre 2 verres de lait végétal parce qu'aujourd'hui, tout le lait végétal est ajouté. Il y a de la B12 dans pratiquement, vous pouvez regarder par vous-même, mais dans pratiquement tous les laits végétaux aujourd'hui, mais il faut s'assurer, si vous faites ça, que vous buvez 2 verres par jour. Voilà. Écoute, merci beaucoup. Puis quand on voit les photos aussi de la viande en élevage, etc., ça donne vraiment pas le goût d'en manger. Donc, il faut vraiment changer nos habitudes, ça c'est certain. Si on ne peut pas couper complètement la viande aussi, allez-y bio, parce que quand même, le stress que ces animaux-là vivent quand ils sont en élevage, ça doit pas être terrible. Il y a des répercussions sur la santé. Mais oui, essayons de couper au maximum notre quantité de viande. Et merci beaucoup. Ça a été très instructif et bonne continuité. Puis j'espère qu'on va se revoir bientôt. Merci à tout le monde d'être là. Merci.